Toc, je lance l'enregistrement pour la rediff. Du coup, hello, c'est le deuxième tutorat de WebBD. Comme j'ai dit sur TN 2023, aujourd'hui on va parler des formes normales. Mais avant de parler des formes normales, on va juste faire un tout petit point de vocabulaire parce qu'il y a des mots que je vais répéter en boucle et faut savoir ce que ces mots veulent dire. Du coup, une relation, c'est un ensemble de clés d'attributs. Ça s'écrit R entre parenthèses, souligner toutes les clés, puis tous les attributs en non soulignés. R, c'est le nom de la clé, clé 1, c'est le nom de la première clé, et ainsi de suite. Et les clés, c'est des attributs dont on peut déduire les attributs de la relation. À partir des trucs soulignés, on peut récupérer les trucs non soulignés. Une dépendance fonctionnelle, ou une DF, c'est une relation directe entre deux attributs ou plus. C'est les flèches du graphe des dépendances fonctionnelles qu'on a vu lors du premier tutorat. Et comme dans le premier tutorat, on a parlé d'un graphe des dépendances fonctionnelles, on peut parler des relations d'un graphe, avec la fixité, la transitivité, ainsi de suite. Et une dépendance fonctionnelle de x vers y est élémentaire s'il n'y a pas de x' tel que x' permet de déduire y. En gros, s'il n'y a qu'une seule façon d'obtenir y. Donc maintenant qu'on a vu ce tout petit point de vocabulaire, on va commencer à parler des formes normales. Alors pour le PP2I, on nous demande d'avoir notre base de données en troisième forme normale, mais c'est quoi une forme normale? En gros, les formes normales, c'est des règles qu'on doit respecter, que doivent avoir les relations. Pour rappel, la relation, ça se présente comme ça. Ça ressemble beaucoup à une table, oui. Donc, la première forme normale. Pour qu'une relation soit de la première forme normale, les traits et les attributs de la relation doivent avoir une valeur atomique. En gros, on n'a pas le droit d'avoir des nuls dans notre relation, et on n'a pas le droit d'avoir des tableaux. Comment on fait du coup pour faire respecter la première forme normale à une relation qui ne la respecte pas? On ajoute des attributs et on crée des nouvelles relations. Par exemple, si on a un attribut prénom au pluriel, on la divise en prénom 1, prénom 2. Et si on a une liste, on fait notre table avec une clé étrangère. Par exemple, ici on a quelque chose qu'il ne faut pas faire, une personne et une liste de véhicules qui leur appartient. On peut pas c'est embêtant de faire comme ça parce qu'on peut pas faire de requêtes qui permettent de retrouver qui a quel véhicule. Du coup, on préférera plutôt faire une table comme ça avec la personne et ses véhicules. Du coup, ça c'est pour la première forme normale. Normalement, il n'y a rien de compliqué encore. La deuxième forme normale, pour que la relation la respecte, il faut d'abord que notre relation soit en première forme normale, qu'il n'y ait pas de tableau donc. Ensuite, il faut que les attributs de notre relation, elles dépendent de l'entièreté de la clé, pas d'une partie. Si on a des attributs qui dépendent que d'une partie de la clé, il faut diviser notre relation en plusieurs autres relations. Ici, on a un exemple d'une relation qui ne respecte pas la deuxième forme normale. En clé, on a le numéro d'étudiant, le code module, et le nom de l'étudiant et la note du module. Ici, c'est clair que le nom d'étudiant, il dépend que du numéro d'étudiant, et, et que la note du module, elle dépend bien du numéro d'étudiant et du code module. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est... Du coup, on a un exemple de tableau. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est diviser notre relation en deux. Ouais, j'ai oublié de mettre le numéro d'étudiant en dessous dans le module. C'est code module, numéro étudiant, notre module. Mais on la retrouve bien ici, dans l'exemple. Donc pour la deuxième forme normale, il faut que l'entièreté des attributs dépende de l'entièreté de la clé, pas d'une partie. Pourquoi on fait ça? Parce que sinon ça mène à de la redondance. Ici on a trois fois l'information que le nom de l'étudiant 1 c'est Pauline C et que le nom de l'étudiant 2 c'est Jean P. Et pour la troisième forme normale, la relation elle doit d'abord être en deuxième forme normale et les attributs non clés ne peuvent pas dépendre d'un attribut non clé. Et comment on fait pour faire respecter la troisième forme normale? Comme pour les deux autres, on crée des nouvelles relations.
Ici, on a un exemple avec une relation représentant les véhicules et leurs propriétaires, avec l'idée des véhicules, le modèle, le propriétaire, la puissance, la couleur de production, la marque. Le modèle, le propriétaire, la couleur et la date de production, elles dépendent bien de l'idée du véhicule, mais la marque, elle dépend pas de l'idée du véhicule, mais de son modèle. On pourra pas avoir une Lexus R8 par exemple. Du coup, ce qu'on fait pour faire respecter la troisième forme normale, on divise en deux tables. Une table où on aura les idées des véhicules et tout ce qui en dépend. Une table où on associe le modèle, la puissance et la marque. Bon, je vais parler de la troisième forme normale. C'est ce qui est demandé au PP2I, mais il reste encore beaucoup de temps dans le tutorat. Pourquoi? Parce que il y a encore beaucoup de choses sur les formes normales. Déjà, la troisième forme normale, vous allez me faire un exercice. C'est de. Ici, on a une base de. On a quatre relations qui sont en zéroième forme normale. Et vous allez très rapidement essayer de les transformer en troisième forme normale, intuitivement. Levez la main si vous le faites pas ou si vous avez fini. Comme ça, je sais où vous en êtes. Tu le fais pas ou tu as fini, Jérémy? Si t'as fini, tu peux me le montrer. Je viens de le faire. Ah, mais je l'ai fait ok dans ma tête. Ah, ok. Dans ce cas, tu peux le dire à l'oral ce que t'as. Ok, ça marche. Alors pour musicien, je séparais donc la table en deux. Je ferais une table, on va dire musicien, avec idée musicien, non musicien et joue instrument. Et ensuite, je ferais une table groupe avec idée groupe et nom du groupe, enfin non groupe. Pour musique, il me semble que je modifiais pas la table. Pour moi, elle était déjà en troisième forme normale. Euh, Ah non, il fallait faire une table groupe avec idée groupe, simplement. Pour groupe, c'était idée groupe page Badcamp et je me faisais une autre table label avec idée label, non label. Et pour joue dans groupe, une table idée groupe avec voilà. Et ensuite une table idée musicien, prénom musicien et rôle. Alors, c'est globalement ça, il y a juste un truc. C'est que là, les relations que j'ai données, elles sont en zéroième forme normale. En Ah, donc gros, il faut faire toutes les autres avant? les relations joue-instrument et instrument utilisé, c'est pas des... c'est des listes en fait. Du coup, faut faire une table qui fait un lien entre les musiciens et leurs instruments et les musiques et les instruments utilisés. Mais sinon, c'est ça. Ok, d'accord. Ok, ça marche, merci. Pourquoi tu sépares? Parce que j'aurais plus fait instru 1, instru 2, etc. Séparer quoi? Je crois qu'il parlait de musique avec les instruments utilisés. Euh, Tu peux pas vraiment faire instru 1, instru 2 parce que t'as pas un nombre maximum défini d'instruments que tu peux mettre dans une musique. Du coup, tu préfères faire une relation supplémentaire qui fait le lien entre un instrument et la musique. Thierry, tu pourrais répéter ce que tu as dit à Jérémy sur la zéroième forme normale, là? En gros, Je l'ai pas. les relations là, elles sont en zéroième forme normale. Elles respectent aucune des normes.
pas même la première norme qui consiste à ne pas avoir de liste dans nos relations. Ici, on a des, on a des attributs qui sont joue instrument et instrument utilisé. Ces attributs-là, c'est des listes et du coup, il faut créer des nouvelles relations pour les gérer et ne Ah, pas ok. avoir de liste dans nos attributs. Ok, merci. Oui, il peut y avoir plusieurs personnes dans un groupe. Bonjour Martin. Ah, mais est-ce que pour le deuxième, du coup, c'est lui en fait. Salut. Est-ce que pour le deuxième, du coup, on a juste besoin de mettre d'ajouter la liste des instruments dans une autre table, mais est-ce qu'on a besoin de faire autre chose pour la troisième forme en vrai? Parce que Jérémy, il avait dit un truc avec le groupe, mais je vois pas trop pourquoi on aurait besoin en fait. J'ai pas suivi à 100% parce que mon cerveau est un peu lent de ce que Jérémy a dit, mais pour groupe, j'ai juste fait un truc que pour les instruments utilisés. Ok, d'accord. Ah, c'est ça. Ok, d'accord, nickel, merci. S'il y a un autre changement, c'est aussi c'est de prendre le nom du groupe qui est dans musicien et le mettre dans groupe. Et voilà, c'est juste du rangement. Je laisse encore 2 minutes, puis je corrige. Ryan, tu me montres ce que t'as? Yes, merci.
Lisa l'a envoyé juste avant toi, je vais regarder ce qu'elle a comme signe. Alors, euh, Elisa, il manque des informations dans tes tables. Là, on a bel et bien l'information que le musicien il a un identifiant et qu'il a un nom, mais on perd l'information de dans quel groupe il joue. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Attends. Oui, il Non, perd son c'est... prénom, j'ai l'impression. Oui, il perd son prénom, bah limite, ça c'est pas grave parce que c'est un oubli. Euh, du coup, oui, on perd le lien de dans quel groupe le musicien joue. Faut soit que dans le musicien il y ait l'identifiant du groupe. À ce moment-là, on dit que le musicien il joue dans un groupe, ou alors que tu as une relation joue dans groupe entre l'idée du musicien et l'idée du groupe pour que le musicien puisse jouer dans plusieurs groupes. Et je crois qu'il y a le même problème avec la musique. La musique, on perd le lien entre elle et le groupe. On sait pas quel groupe fait quelle musique. Tac. C'est dans jeu groupe. Euh, idée groupe, c'est vrai, mais euh, ok. Quand j'ai fait le truc par rôle, je pensais que c'était le rôle du musicien plus. Le musicien, il joue de la guitare, de la batterie, de la trompette, mais c'est le batteur du groupe. C'était pour montrer que pour la troisième forme normale, non, la deuxième, pour faire que ça dépend pas de l'entièreté de la clé. Je montrerai après. Oups. Je montrerai après pour la correction ce que ça donne. Euh, ensuite, Ryan. Mais la clé, c'est pas idée groupe et idée musicien. Euh, Ah ouais, dans joue groupe, dans joue dans groupe, c'est le groupe non, j'ai rien dit, mais du coup, il n'y a pas la relation entre la musique et le groupe. Attends. Idée- Ok, c'était le dernier truc. Non, j'ai rien dit. Du coup, c'est bon, il manque. Oui, c'est tout bon du coup. Ah, j'ai rien dit. Excuse-moi. J'ai j'ai mal lu tes relations. Euh, oui. Du coup, j'ai mal lu. C'est bon. Euh, musicien, idée musicien, nom musicien, prénom musicien, idée groupe. Idée groupe, nom groupe. Idée musicien, instrument. Idée musique, non musique, idée groupe. Idée musique, instrument. Groupe, idée groupe, page bandcamp. Idée label, label, idée label, non label. Jus dans groupe, idée musicien, rôle. Euh, Il y a juste un truc que je vois, c'est que dans musicien, tu as idée groupe,
Puis, tu as la relation dans joue dans groupe. Et en gros, faut que tu choisisses entre l'un ou l'autre. Parce que soit tu as un musicien qui joue dans un groupe et à ce moment tu as son idée du groupe qui se retrouve dans, dans la relation musicien. Soit le musicien il peut être dans plusieurs groupes. À ce moment tu fais une relation et d'un groupe. Je me suis rendu compte qu'au début, j'étais parti du principe qu'il était dans un seul groupe. Mais jouer dans le groupe, ça fait qu'il peut être dans plusieurs groupes. Yes. Toc. Du coup, on va dire que c'est tout bon. Du coup, quand on représente les dépendances fonctionnelles, on a ça. Du coup, ça nous permettra ça de diviser les tables en plusieurs autres. Ici, on a une dépendance fonctionnelle qui ne dépend pas de la clé. Ici aussi, on a une dépendance fonctionnelle qui ne dépend pas de la clé. Et ici, on a une dépendance fonctionnelle qui ne dépend pas de l'entièreté de la clé. Le prénom du musicien, il dépend uniquement de son idée, mais pas de son groupe. Enfin, son rôle dépend bien des deux. Et on remarque aussi qu'ici, on a deux listes. Et à partir de ça, on peut redécomposer, obtenir la même chose que Elisa. Et Ryan, du coup, si on met de côté l'idée groupe. Mais du coup, attends, parce que Elisa, elle a pas mis idée groupe dans sa classe musicien, ça? Dans Il n'y a sa... pas idée groupe dans le musicien, je sais pas pourquoi il est là. Euh, voilà, il est pas là. Mais oui, mais juste, du coup, ok. Parce que du coup, du coup, c'est pas, normalement, il y a pas besoin de l'avoir, ça. Non, il n'y a pas besoin d'avoir idée groupe dans le musicien parce que ici tu as une relation qui fait le lien entre le musicien, son groupe et quel rôle il a dans le groupe. D'accord, ok. Parfait, merci. C'est juste qu'il était là pour une raison un peu obscure. Donc, ça c'est la troisième forme normale. Et c'est la méthode intuitive, mais il existe un algorithme pour plus facilement retrouver la troisième forme normale. Donc cet algorithme, il fonctionne comment? La première étape, ça consiste à trouver la couverture minimale. Alors, on a en dessous la définition de la couverture minimale, soit F l'ensemble des dépendances fonctionnelles. Une dépendance fonctionnelle, je rappelle, c'est une relation entre deux attributs. Et la couverture minimale de F, notée CM de F, c'est l'ensemble des DF, des DF directs de la fermeture transitive de F vérifiant les propriétés suivantes. Aucune dépendance fonctionnelle n'est redondante. Si on a A et B permettent d'avoir C, A permet d'avoir C. La première relation, elle n'est pas élémentaire et donc redondante. Et si on a AB, BC et AC, on peut, avec la fermeture transitive, on aura AC, et du coup AC redondant. De plus, une autre propriété de la fermeture de la couverture minimale, c'est que toutes les dépendances fonctionnelles élémentaires, elles se retrouvent dedans. Élémentaire, quelqu'un peut me rappeler ce que c'est une dépendance fonctionnelle élémentaire? Non? Ok, les dépendances fonctionnelles élémentaires, c'est celles qui peuvent être obtenues que d'une seule façon. Si on a la dépendance fonctionnelle x donne y, il n'y a pas de x' qui permet d'obtenir y. Donc en gros, la couverture minimale, c'est juste toutes les dépendances fonctionnelles élémentaires. Bon, tout ce qui est obtenu par fermeture transitive, on l'enlève. Et tout ce qui est du genre AB donne C, A donne C, on enlève le AB donne C. Une fois qu'on a cette couverture minimale, on peut dérouler l'algorithme. Du coup, la première chose qu'on va faire, c'est lister les attributs qui apparaissent dans aucune dépendance fonctionnelle, qui n'ont aucune relation, et on les met eux dans leur relation dont ils sont la clé et avec aucun attribut. Par exemple, si on a les attributs ABC et les dépendances fonctionnelles AB, on crée une relation avec C en clé parce qu'il n'y a aucune dépendance fonctionnelle qui prend C.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher le plus grand nombre d'attributs x qui déterminent des attributs y1 jusqu'à yn. Et on va créer la relation x, y1 et jusqu'à yn. Puis, on va retirer les dépendances fonctionnelles x donnant à x1 jusqu'à x donnant xn de notre liste des dépendances fonctionnelles à traiter. Par exemple, si on a notre liste de dépendances fonctionnelles AB donne C, D donne E, C donne Z, FGH donne O, la première dépendance qu'on va traiter c'est FGH donne O parce que FGH c'est le plus grand x qu'on a qui permet d'obtenir des attributs. Donc on aura la relation FGH-O avec FGH comme clé. Et de notre liste de dépendances fonctionnelles, on va retirer le FGH donne O. L'étape suivante de l'algorithme, c'est de continuer l'étape 3 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dépendance fonctionnelle dans F. Je sais pas à quel point j'ai été clair dans mon explication. Oui, tu auras le diapo. En vrai, je peux le donner maintenant. Tac, tac. Voilà, il sera aussi sous la rediffusion. Il y a les solutions des exercices dedans, copie pas trop. Du coup, est-ce que c'est bon pour tout le monde l'algorithme? Personne ne se plaint et du coup c'est que ça doit être bon. Du coup, un petit exercice rapide pour l'algorithme. Si on a U, A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H, I et les dépendances fonctionnelles A et B donnent H, A donne C, A donne D, D donne E, D donne F, A donne E, D et C donnent F, B donne G. On va, à partir de cette liste d'attributs et de ces dépendances fonctionnelles, on va déterminer la couverture minimale de F, puis on va déterminer la troisième forme normale en suivant l'algo que je viens de donner. Pour rappel, la couverture minimale, on enlève tout ce qui est redondant et on garde que les relations élémentaires. Et l'algorithme, c'est on met de côté dans leur propre relation les attributs qui apparaissent que dans U et pas dans F. Puis à chaque fois, on récupère les plus grandes clés de F et on les met dans leur relation. Puis on les retire, puis on continue. Si vous avez flemme de le faire et ne le faites pas, levez la main, sinon levez la main quand vous avez fini. Alors, R, ABH, R, DCF. Euh, ABH, oui, c'est le premier truc à faire. Et DCF, je suis pas sûr. Euh, Est-ce que tu as bien fait la couverture minimale avant de faire tourner l'algorithme? En gros, ce qui se passe là, c'est que dans notre F, on a
Euh, C'était quoi? C'était euh, DCF. Ici, on a DCF, mais on a aussi ici uniquement DF. Du coup, quand tu fais la couverture minimale, le DCF ici, il est censé disparaître. Si avec DC on peut obtenir F et qu'avec D on peut obtenir F, C il n'est pas nécessaire pour obtenir F. Du coup, là je suis d'accord. Du coup, nada. Euh, euh, Hop là, alors. Oui, t'as pas oublié le R de I. Ensuite, on a AB qui donne H. Et ensuite, il faut continuer de faire fonctionner l'algorithme pour trouver les relations qui restent. On recommence étape 3 jusqu'à ce que F soit vide. Mais t'as pas oublié I. Mais genre, t'as l'idée. Normalement, si t'as ça, t'obtiendras le bon truc à la fin. Nicolas. Euh, alors, là, la DF minimale du coup CM, ABH, UI, AC, UI, euh, AD, UI, DE, UI, DF, UI, BG, UI. Oui, on a la même chose. Oui, c'est la couverture minimale. Ok, merci. J'ai juste pas suivi la suite, c'est juste on fait les relations à partir de ça du coup directement. Yes, en gros, ce que tu fais, c'est tu prends les dépendances fonctionnelles qui ont les plus grandes sources, les plus grandes clés, et tu fais une relation à partir de ça. Et puis, une fois que tu as fait ça, tu enlèves les relations que tu viens d'utiliser de ta couverture minimale, et tu fais ça jusqu'à ce que ton tableau de couverture minimale soit vide. Ok, quand tu dis les plus grandes, par exemple, là la plus grande ça serait AB du coup. Oui. Ok, d'accord. Ok, merci. Mais du coup c'est assez direct, on est d'accord ou c'est... Ça se fait direct. Ok, d'accord, merci.
Je pense laisser encore 1 minute, un truc comme ça. Normalement, une fois que vous avez la couverture minimale, vous pouvez pas vraiment avoir faux, quoi. Enfin, sauf si vous oubliez i. Mais c'est normal d'oublier i, tout le monde oublie i. Donc, une fois que on a ça, la première chose qu'on va faire, c'est chercher la couverture minimale. Du coup, on remarque tout de suite que AE et A, D, A et D, E sont la même chose. Du coup, on efface AE, carré indirect. Il y a une fermeture transitive qui est donc redondante. Ensuite, on a la DF, DF et DCF. Du coup, on enlèvera le deuxième car c'est redondant. Donc, on a la couverture minimale suivante. D'ailleurs, je suis même pas sûr que je l'ai dit qui était faux le AD, le AE. Euh, Si c'est bon, il n'était pas chez Nicolas. Donc la couverture minimale, on a AB qui donne H, A qui donne C, A qui donne D, D qui donne E, D qui donne F et B qui donne G. À partir de ça, on peut faire fonctionner l'algorithme. Du coup, la première étape qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans notre liste d'attributs, on a un i qui n'est pas dans les, qui n'a aucune dépendance fonctionnelle. Du coup, on le met à part. On aura donc notre première relation R1 qui a juste i comme clé. Ensuite, on cherche le plus grand ensemble d'attributs qui détermine notre attribut. Ici, ça va être AB, deux attributs qui en déterminent un. Du coup, notre deuxième relation, ça va être ABH avec AB en clé. Et on enlève ABH de notre couverture minimale. On continue comme ça de faire fonctionner l'algorithme. Ici, on a toutes les clés qui sont de la même taille, du coup, on trouve directement. On trouve directement R3 ACD, R4 DEF et R5 BG. Et c'est bon de noter que ce résultat, on peut aussi le retrouver graphiquement si on fait un graphe à partir de la couverture minimale de F. Voilà. Du coup, ça fait 40 minutes qu'on est à la forme normale 3 et il me reste 1h20 de Torah. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas du tout fini avec les formes normales. Dans le PP2i, on nous demande la troisième forme normale, mais cette forme normale-là, elle n'est pas suffisante pour éviter les incohérences et pour éviter la redondance. Ici, je vais donner un exemple. Si on a la relation matière-classe-prof, avec matière et classe comme clé, et qu'on a les dépendances fonctionnelles, hein, matière et classe donnent prof, et le prof donne la matière, cette relation elle est en 3NF, mais la deuxième forme normale elle n'est pas exprimée. Pour éviter ces incohérences, on va mettre en place la forme normale de Boy's Code. Du coup, la BCNF, pour être dans cette forme, on doit être en troisième forme normale et qu'il n'y ait aucune relation allant des attributs vers des clés. Si on reprend notre exemple d'avant, on a notre matière classe prof et notre ensemble de dépendances fonctionnelles, on obtient un tableau qui ressemble à ça si on met des exemples. On remarque que la relation prof-matière, on la retrouve plusieurs fois. Sur les deux premières lignes du tableau, on a deux fois que SDS fait de la poue. Ensuite, on a deux fois que DSD fait de la BDD. Du coup, il y a de la redondance dans les données.
Ce qu'on va faire du coup pour pas qu'il y ait de relation allant des attributs vers la clé, c'est on va diviser cette table en deux. On aura d'un côté, oui, voilà, du coup la relation prof, la matière est redondante. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser la table en deux. D'un côté, on aura une relation entre prof et matière, avec la dépendance fonctionnelle, la première dépendance fonctionnelle représentée. La deuxième, entre la classe et le prof. Du coup, en coupant en deux, on perd la redondance d'avoir plusieurs fois l'information quel prof fait quelle matière. Donc ça, c'est la forme normale de Boy's Code. On ne doit pas avoir de dépendance fonctionnelle allant des clés, des attributs vers la clé. Uniquement des clés vers les attributs. En plus d'être déjà en troisième forme normale. Oui, Nicolas, c'est enregistré. Donc, voilà. Et avant de continuer, on va de nouveau faire un petit stop avec une définition, celle de la dépendance fonctionnelle multi-évaluée. Du coup, c'est noté avec une flèche qui a deux têtes, allant de x vers y. Et c'est quand x détermine y, sauf que y c'est pas une unique valeur, c'est un ensemble de valeurs. Par exemple, si on a un étudiant qui a une dépendance fonctionnelle multi-évaluée allant vers cours, on aura par exemple l'étudiant 1 qui a de la WebBD, du C et de la POU. Donc c'est une dépendance fonctionnelle mais multi-évaluée. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on en aura besoin pour parler de la quatrième forme normale. Donc pour être de la quatrième forme normale, on doit être en BCNF, du coup en première forme normale, deuxième forme normale, troisième forme normale et en forme normale de Boy's Code. Et les seules dépendances non triviales doivent être dans les relations, elles doivent être de la forme de la dépendance fonctionnelle multivaluée XY, où X est une clé candidate. La dépendance, enfin, la relation X multivaluée Y est non triviale si Y n'est pas l'ensemble vide et que Y n'est pas contenu dans X et que Y n'est pas l'ensemble des attributs. En langage compréhensible, si on a X qui détermine Y et X qui détermine de façon multivaluée Z et qu'on a une relation X, Y, Z, on doit faire attention à la redondance et créer, si nécessaire, la relation X, Y et X, Z. Ici, je parle de faire attention et pas il faut faire ça. Je parle pas à l'impératif, on verra juste après pourquoi. Un exemple de pourquoi ça pose des problèmes de redondance. On a ici la relation multivaluée entre personne jouant instrument et personne aidant club. Et si on écrit notre table, on remarque qu'on a les informations en double. Ici, on a plusieurs fois Sadi qui joue la trompette et plusieurs fois Titi est dans le club TGD. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est diviser en deux notre table pour ne pas avoir ce problème. Comme ça, on a bien les informations de chaque personne qui joue chaque instrument et que chaque personne est dans tel club. Ça, c'est la quatrième forme normale, donc. Pouf, il n'y a plus de redondance. La cinquième forme normale, elle permet d'éviter d'avoir des données erronées. Et je vais pas m'embêter avec la définition incompréhensible parce que elle n'est pas compréhensible. Et à la place, je vais juste dire que on doit être en quatrième forme normale et que après la décomposition des relations en quatrième forme normale, on ne crée pas des données supplémentaires. Alors, qu'est-ce que j'entends par créer des données supplémentaires? En fait, quand on fait décompose une table comme ça, on donne l'opportunité de faire des jointures entre plusieurs relations. Si on a une clé à gauche et une clé à droite, on peut faire des relations à chaque fois entre toutes les clés. Mais parfois, en décomposant nos relations, on se retrouve à avoir plus d'informations que ce qu'on avait avant. Par exemple, si on a les
les dépendances fonctionnelles A qui donnent de façon multi-évaluée B, A qui donne de façon multi-évaluée C, et qu'on a la relation ABC, on obtient cette table. Ici, on se dit, tiens, j'ai plusieurs fois mon 1 qui donne le smiley avec des cœurs, et du coup, j'ai envie de transformer ça en plusieurs tables. Donc, ce que je fais, c'est je crée deux tables. Une table avec ma dépendance, avec ma dépendance fonctionnelle multi-évaluée de A vers B, et ma dépendance fonctionnelle multi-évaluée de A vers C. Du coup, on aura bien un qui donne A, un qui donne B, un qui donne C, et deux qui donnent C, et un qui donne le smiley avec des cœurs, un qui donne le smiley qui dort, et deux qui donnent le smiley avec des cœurs. Le truc, c'est que si après on refait la jointure entre ces deux tables, ces deux relations, on obtient ce qu'il y a ici à gauche. On met tout le... Ici on a 1 et A, on fait la jointure avec 1 et C. Du coup on fera ça sur le 1. Du coup on aura un smiley cœur, un smiley qui dort, un A cœur, un A smiley qui dort, un B cœur, un B smiley qui dort. Mais on n'a pas de 1B smiley qui dort dans la table originale. Donc ici, en décomposant notre relation en deux relations, on a créé des nouvelles informations dont on ne veut pas, des nouvelles informations redondantes. Donc ce qu'il faut faire donc la table initiale était bien en quatrième forme normale et en cinquième forme normale. Du coup, là, c'est un peu embêtant de définir la quatrième forme normale toute seule et la cinquième forme normale toute seule, parce que les définitions formelles, elles sont légèrement imbuvables. Et finalement, elles sont très dépendantes l'une de l'autre. Mais c'est assez simple de définir qu'une relation est en quatrième et en cinquième forme normale. Se dire qu'il n'y a pas de redondance à cause des dépendances fonctionnelles multi-évaluées et qu'il n'y a pas d'informations qui ont été créées lors de la décomposition. Je suis pas sûr d'avoir été très clair. Du coup, est-ce que vous pouvez me confirmer que c'était compréhensible? Yes. Donc, avant de continuer à parler de la forme normale suivante, parce que ça finit jamais, il y aura toujours plus de formes normales, on va rapidement parler de domaine de données et de contraintes. Alors, un domaine de données, c'est un ensemble de valeurs que peut accepter une colonne. Par exemple, si dans votre base de données vous avez une colonne genre, il y a un nombre limité de données que vous pourrez gérer. Par exemple, vous voudrez avoir homme, femme, autre. Ces données, homme, femme, autre, ça représentera du coup votre domaine de données. Les contraintes de données, elles, c'est la contrainte qui découle du domaine de données. Dans ma colonne genre, je peux avoir que ces trois trucs-là. Je peux pas avoir ordinateur dans le truc là. Je peux avoir ordinateur si je mets autre, mais je peux pas l'avoir directement. La contrainte de clé unique, c'est juste que mes clés, elles doivent être uniques. Si j'ai un identifiant, enfin, c'est la définition d'une clé du coup. Du coup, voilà. La contrainte de clé étrangère, c'est que si j'ai une clé étrangère dans une ligne, le lien il doit exister. Je peux pas avoir une clé étrangère qui me mène vers une ligne qui n'existe pas. Est-ce que c'est clair? Normalement, c'est bon. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que la forme normale suivante, c'est la forme normale de domaine clé. Cette forme normale,
Elle dit que toutes les contraintes sont les conséquences des contraintes de domaine et des contraintes de clé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de contraintes arbitraires qui sont pas surveillées. Pour vous expliquer cette forme normale, on va prendre un exemple d'application. On a ici une relation qui vous rappelle pas du tout le projet PP2I avec code étudiant, prénom, prénom 2, rang, civilité. Là, il y a tout qui va bien, nos données elles sont justes. Et on a nos données. Par contre, tout va bien. Par contre, il n'y a rien qui m'empêche de faire ça. D'ajouter une nouvelle personne qui a pour civilité AI. Cette civilité, euh, elle respecte pas les contraintes de domaine parce que dans les civilités, on veut juste monsieur et madame. Donc, comment est-ce que je fais pour empêcher ça? Pour ça, on va introduire une contrainte de clé étrangère. Je vais créer une nouvelle table avec des idées de civilité et la civilité. Du coup, les étudiants ils peuvent que avoir des civilités qui existent à droite. Je peux pas écrire n'importe quoi dans la colonne civilité. Si je veux mettre n'importe quoi, je devrais d'abord créer une civilité et la table civilité du coup elle représente mon domaine de valeur et du coup si je rajoute quelque chose dans ma table de domaine de valeur, la donnée elle sera juste. De plus, en faisant ça, on a un endroit exact où on peut aller chercher toutes les civilités. Ça peut être utile par exemple si on veut faire un menu déroulant. On clique à un endroit et on a juste à remplir monsieur, madame. On n'a pas à l'écrire manuellement et on n'a pas à faire attention à écrire exactement le bon truc. Et en bonus, on économise quelques octets en sauvegardant une clé, 1, 2, plutôt que de sauvegarder une chaîne, monsieur, madame. Donc, ça c'est la contrainte de clé étrangère. Il y a un autre exemple, c'est l'exemple des milliardaires. Ici, on a une table qui représente une personne, sa richesse d'esprit et son statut. On remarque tout de suite qu'il y a des erreurs dans ce tableau. On a AdR qui a une richesse d'esprit de 999 milliards, mais qui est noté comme millionnaire. Et Sadi, toujours ce tricheur, qui lui a 123 millions de richesse d'esprit, mais est noté comme milliardaire. Il n'y a rien qui nous empêche d'avoir des fausses données, mais on ne peut pas vraiment valider les données avec des clés étrangères, car on a des valeurs numériques, surtout qu'elles peuvent évoluer. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ici? Bah, on va juste pas utiliser de clés étrangères et noter dans un coin le minimum et le maximum de richesse d'esprit pour être millionnaire ou milliardaire. Et on notera que quelqu'un est millionnaire ou milliardaire lors des requêtes. Donc, maintenant, on va parler de la dernière forme normale, la sixième. Donc, cette forme normale, elle doit être en 5NF. Et une table, pour être en sixième forme normale, elle doit avoir au maximum, enfin, elle doit avoir qu'une clé et au maximum un attribut. Du coup, ouais, si on a une table comme ça qui représente un code de pays, un nom de pays, un gentilé de pays masculin et un gentilé de pays féminin, on devra avoir trois tables pour représenter ces données-là. Alors, ça, vous n'allez pas le faire parce que on se retrouve très rapidement avec un très grand nombre de tables et c'est pas facile à utiliser. Pour supprimer une donnée, on se retrouve à avoir une requête par colonne. C'est très rapidement fatigant à faire et c'est long. C'est pas plus optique d'avoir des lignes. Et ça nous empêche aussi de faire des transactions. En gros, en SQL, vous avez une fonctionnalité qui est une transaction qui vous permet de bloquer des lignes. Ça vous permet par exemple de bloquer deux comptes en banque,
de faire le versement, puis de débloquer deux comptes en banque. Et ça vous évite d'avoir plusieurs transactions en même temps qui permettraient d'avoir une personne qui fait deux virements en même temps et qui donc finit dans le négatif. Mais si on n'a plus que des colonnes comme ça pose problème et ça nous empêche de faire des transactions si on... Ouais, vous avez compris. Par contre, chose à savoir sur la sixième forme normale, si on a plus de valeurs uniques de colonnes que de lignes, on utilise moins de place. Donc je pense que vous avez deviné la sixième forme normale, vous n'allez pas l'utiliser parce que aucun humain ne l'utilise. Les personnes qui l'utilisent, c'est les robots. Littéralement les robots parce que c'est utilisé en interne par certains systèmes de gestion de bases de données. Je crois qu'il y a Microsoft SQL Server qui utilise ça. Donc la sim forme normale, c'est on a juste une donnée par un attribut par relation. Du coup, ensuite, encore plus de formes normales? Non, c'est fini. En gros, j'avais prévu 2 heures, mais ça a été beaucoup plus rapide que j'avais prévu. Du coup, je vais vous lâcher au bout d'une heure. Sauf si vous voulez faire autre chose, par exemple que je vous parle de SQL. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la troisième forme normale, c'est ce qu'on nous demande pour le PP2I. Et c'est très bien d'être en troisième forme normale, mais c'est pas suffisant parce que ça laisse encore de la place pour des problèmes de redondance, mais aussi pour des problèmes de données erronées. On a le droit d'écrire des nouvelles civilités si on met une colonne civilité. Ce que je vous proposerais de faire pour le PP2I, c'est plus de viser la forme normale par domaine de clé. Toc. Du coup, voilà. Un gros bisou à Morgane qui a relu mes slides et corrigé les fautes. Du coup, est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là ou est-ce que vous voulez qu'on commence à parler de SQL? Ok. Mais SQL, c'est le prochain tutorat ou il n'y en aura pas dessus? Euh, En gros, c'était le tutoriel précédent, mais je n'ai pas eu le temps de le faire, d'en Ok, parler bah, parce que c'est long. bah, moi je veux bien un peu, mais s'il n'y a que moi, non, mais Bah, s'il y sinon a je que veux bien. toi, oui, parce que genre, voilà, je dois faire mes heures, moi. Euh, euh, Où qu'il est? J'ai juste coupé le partage d'écran le temps que je retrouve mon tutorat. Euh, J'ai juste coupé l'enregistrement et le relancer pour faire la différence entre les deux trucs.